Et vous regardez Kiosque, on va parler actualité ce matin, mesure d'assouplissement pour le passeport biométrique. La mesure a été prise et le vice-premier patron de la diplomatie, Sio Kitundu, l'a annoncé devant la représentation nationale. On va en parler tout à l'heure. Fally Ipupa, DiCaprio, El Marabouche, les pipes et les ourés qui crachent sur la presse de la spécialité, les chroniqueurs musicaux. Fally Ipupa, on a semblé l'oublier hier. Nous allons revenir sur cette phrase de Fally Ipupa dans cette émission, votre magazine Kiosque, les crashs de l'Antonov militaire. On va revenir sur cette question. Nous allons non plus oublier cette question liée à la visite du patron de la Commission de l'Union africaine qui a bouclé son séjour le week-end à Kinshasa, Moussa Faki, par la rencontre avec le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Merci à toute l'équipe technique, à vous, chers téléspectateurs. Bon réveil, debout, chers jeunes, nous allons bâtir le Congo par le travail. Moi, j'ai fait ma part, faites la vôtre. John Lungela également, avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Serge, merci pour l'invitation. Pour une fois, tu as quand même pensé à moi. Ça fait, je crois, 2 mois que je suis plus passé dans Kiosque. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. C'est pour moi un honneur de revenir sur ce plateau, analyser les questions d'actualité. Je ne vous ai pas vu hier aux obsèques des Baïriens. Vous savez qu'il y avait un nombre de fous et nous, déjà, nous étions là le jour de la levée du corps. Nous avons passé nuit là-bas. C'est vrai que hier, nous étions aussi départagés parce qu'il fallait répondre à une invitation de Nogé qui a ouvert des consultations au sein de la jeunesse. Alors, nous avons aussi délégué, parce que nous sommes dans une structure des collectifs de jeunesse politique, on a envoyé une délégation pour nous représenter hier. Et donc, nous avons fait ce qu'il fallait faire et nous avons rendu des hommages mérités à notre confrère. D'ailleurs, nous étions avec vous. Hier, vous n'étiez pas là. Mais la superstar hier, à ses obsèques, c'était plutôt India Omar. Il s'est signalé à mal. Je ne sais pas, vous n'étiez pas là. Partout il était avec un policier derrière lui, un policier avec l'arme à feu, un policier qui a même failli perdre les chargeurs de son arme. Ça se passe comme ça. Je ne sais pas, il est l'autorité de la République. J'ai vu Tito, chef de corps, simple, mais un India avec un policier même devant les cercueils. Ça se passe comme ça des hommes. Bon, je l'ai appris aussi que son arrivée sur le lit des obsèques accompagné de son garde-corps a attiré l'attention en mal de sécurité là présent. Mais je pense que India, c'est un cadre du PPRD, c'est aussi un cadre... C'est pas un officiel de la République. C'est pas un officiel de la République, mais c'est un citoyen de la République. Bon, je crois que la loi autorise à un citoyen d'aller voir la police, solliciter un élément pour sa sécurité. Peut-être que India a des problèmes de sécurité, voilà pourquoi il s'est fait accompagner d'un policier partout. Même devant les cercueils, hein. Il était en insécurité. Christian Fouanga, bienvenue, vous êtes sur Kiosque ce matin, une semaine d'absence, bonjour. Bonjour Serge. Vous allez bien? Bonjour John Lungila, ça va? Vous ça va un peu, vous m'avez dit d'abord vous êtes un peu... Je suis un peu souffrante. Voilà. Ça va, vous m'avez dit que vous n'allez pas venir aux obsèques des Désiré Baïré. Vous savez comment on m'appelle ces derniers temps? Musée Serge Kaboul. Ah bon? Ah oui. India Omar, c'était la superstar. D'abord, Musée, c'était trop fort pour moi parce que le jour avant, je parlais avec lui vers 15 h. On a discuté au téléphone et avec son humour emblématique, il m'a fait rire. Et le lendemain matin, j'apprenais très tôt qu'il était décédé. Donc c'est un vieux pour moi. Les gens qui sont tout autour de moi connaissent un peu ce qu'il représente pour moi et pour la corporation. Allez, cette année, je ne savais pas comment il fallait le pleurer. J'étais là à la morgue, j'étais inconsolable. Et hier, j'étais là déjà vers 8 h et je devais quitter vers 10 h pour aller à l'hôpital. Donc, tout ce que je peux lui dire, qu'il repose en paix et merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà, j'ai vu un Tito, président d'une institution d'appui à la démocratie, très sombre devant les invités. J'ai vu le général Oleko, tout général qu'il est, simple. Mais c'est un simple Indien au Mali. Vous savez, qui s'amène avec des policiers. Je pense que c'est question d'éducation, tout simplement. C'est question d'éducation et de savoir ce qu'on veut. Si on veut se faire remarquer devant les gens, il y avait Madame Chantal qui était là, c'est une autorité aussi de ce pays. Elle venait vers tout le monde, saluait tout le monde. Et le général Oleko, je rappelle déjà que la semaine passée, nous étions au deuil
de la maman de Baéré, et il était là, abordable, il saluait tout le monde sans policier, sans école. Il était là, le professeur, il était là, il saluait tout le monde, et c'est pas la première fois. Moi, là, je me suis étonnée, j'ai vu India, je crois, il y a 2 semaines passées, à un restaurant de la ville. À chaque fois, il allait se soulager, le policier allait avec lui. Alors là, je me suis demandé, mais pourquoi le policier lui suit partout? Et bon, je sais pas, peut-être qu'il a des questions d'ordre sécuritaire, mais même moi qui reçois des menaces matin, midi, soir, je m'en fous d'être escorté. Je n'ai même pas les moyens de me faire regarder. Pas le fait de se faire escorter, mais le problème c'est que nous sommes dans une vie funéraire. C'est ce que j'ai dit, c'est question d'éducation, de savoir ce que l'on veut. Si on veut attirer l'attention des gens, ça c'est une autre chose. Alors, encore une autre question, John Mila, Fally Ipupa, vous avez suivi cette phrase, la bourde de Fally Ipupa? Je l'ai suivi, cette conférence de presse. Je crois que Fally Ipupa s'est trompé cette fois-ci des cibles. C'est un artiste que nous apprécions, nous accompagnons. Rappelez-vous, autrefois, ici sur ce plateau, nous l'avons soutenu quand il faisait l'objet de poursuites judiciaires pour avoir fait le plagiat avec la chanson de Mabili Lissi. Voilà. Nous avons fait voir le côté positif de ce que Fally Ipupa a fait. Mais on est déçu de constater que l'orgueil habite maintenant l'homme. Il oublie même d'où il est venu. Il croit arriver. Il croit être, vous savez, la musique congolaise n'a pas commencé avec Fally Ipupa et la musique congolaise ne va pas s'arrêter avec Fally Ipupa. Avant Fally Ipupa, il y a eu des artistes, des stars qui ont fait des noms dans ce pays. On a connu des Rochao, des Papa Wemba. Malgré beaucoup ont pu découvrir l'influence internationale de Papa Wemba juste après sa mort. Mais pendant qu'il était vivant, ce n'était pas remarquable parce que l'homme était humble. Il côtoyait tout le monde. Il donnait la chance à tout le monde. C'est comme ça qu'on a vu les Julien Piana, on a vu tous ces gens qui ont émergé. Et les Koffi Olomide l'ont fait aussi. Mais aujourd'hui, Fally Ipupa se considère comme étant le point final de la musique congolaise. Pour lui, après lui, il n'y a pas d'autres artistes qui peuvent aussi émerger. J'étais sidéré de l'entendre parler d'abord commencer par critiquer les questions des journalistes, dire vous posez des conneries de questions. Je ne sais pas ce qu'il attend par conneries de questions. Vous dites de conneries dans vos émissions. Je ne sais pas. Je crois que je ne m'apprends pas à lui. Mais je crois Fally Ipupa, on peut lui confier même une émission de 5 minutes, il ne saura pas les tenir. Je crois qu'on respecte ce qu'il fait, on respecte son épanouissement, mais je crois qu'il ne doit pas oublier d'où il vient. Et peut-être qu'il côtoie les Américains, il semble oublier, il se considère comme un Américain, il n'est pas Américain, il est Congolais. Et il doit savoir que tout part d'ici avant d'atteindre l'international. Et il peut avoir des polémiques ou des problèmes ou des conflits avec d'autres artistes et musiciens, mais il ne peut pas s'apprendre aux journalistes qui l'ont fabriqué, qui l'ont aidé à émerger. Ce sont le même plateau, les mêmes chaises qui l'ont permis d'être connu et de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et surtout qu'il faut encore noter qu'il n'a pas encore arrivé, parce que Fally Ipupa n'a pas encore fait ce que Papa Wemba a fait, Fally Ipupa n'a pas encore fait ce que Koffi Olomide a fait, encore moins ce que Julien Pianaoué a son consort. Alors ils doivent se référer aux c'est les Montiri qui me suit là, qui réalise maintenant mon émission, et même les chroniqueurs. Je ne sais pas, ils se considèrent comme des apparatchiks des musiciens, parce que les musiciens où tu voyages, apprécier veste, apprécier moi caleçon, apprécier études, et Fally est en train de les insulter, de dire que les gens se disent des conneries. Au lieu qu'ils se soulèvent pour quitter la conférence, Fally peut faire la peine de l'ensemble de là. Si c'était Koffi Olomide, voilà. Serge, on allait voir tout le monde se lever ici. Voilà pourquoi Koffi, quand il s'est dit que Balinaka a été, il a raison. Fally Ipupa l'a fait comme ça. Et ils étaient là. J'ai vu tout. C'est pourquoi ici je voulais rendre hommage à Paulin Mukendi. Okay. Paulin Mukendi reste et restera toujours le même. Si Paulin Mukendi était là, je parie qu'il n'allait pas gober ce qu'il fallait pour pas faire. Et je suis désolé de voir des chroniqueurs musicaux de renom qui font l'actualité aujourd'hui. Ils étaient là tous. Réduits dans les petits souliers. Pourquoi? Parce que quand Fally Ipupa arrive à Kinshasa, vous allez lui demander quoi, du costume, de chemise ou des chaussures, ça vous réduit. Nous chroniqueurs politiques, nous disons que les politiciens ne sont pas nos amis. On est avec eux, nous les accompagnons, mais s'il y a un problème, s'ils déroutent, à la minute, on leur remet. On a fait à
archives qui sont mises. Voilà, ce qui est regrettable. Je crois que c'est une interpellation pour les chroniqueurs musicaux. Ils doivent se rattraper le plus vite que possible et pourquoi ne pas initier même un embargo contre Fally Ipupa. Ça c'est l'homme, hein, l'homme quoi arrivé, elle m'a gauche depuis peu de haut. Je me rappelle encore de ce Fally là, quand il venait à CCTV. Viens, c'est la plan. Il est arrivé, hein, il s'est comparé à Maître Gibbs. Serge, vous allez m'excuser, tu me connais, je suis objective. Oui. Je condamne l'acte. Ce que Fally a fait, c'est pas bien. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on peut sortir des phrases d'un contexte pour dire c'est ce qu'il a dit? Je ne sais pas dans quel contexte Fally a dit ça. Ça, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas commenter. Mais ce que je sais, c'est que Fally, c'est un garçon qui n'est pas orgueilleux de nature. Je ne le connais pas personnellement. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu comme ça de mes yeux. Mais je connais que c'est quelqu'un qui n'est pas orgueilleux. Mais vous savez, avec les trains de vie, peut-être avec quand on monte dans la vie, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut attraper comme tard. Alors, s'il a attrapé l'orgueil, moi, je lui dirais juste de se rappeler de son album Droit Chemin. Il y a même des chaînes qui refusaient de faire passer ça. Il y a eu l'appui des gens comme, je me rappelle, Chabani Record, qui l'a aidé ici à Kinshasa. Et Chabani Record, c'est une presse locale. Et tous ces journalistes, quand Fally le dit, ça doit aussi constituer un moment de rétrospectif ou d'introspectif, de savoir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Est-ce qu'il faut seulement desserrer la partie de l'orgueil ou bien nous aussi nous devons nous dire peut-être que nous ne faisons pas bien notre travail. Mais ce n'est pas seulement pour Fally, mais Kofi aussi l'a déjà dit. Je veux vous dire, moi j'ai déjà suivi des émissions où Kofi dit à un journaliste, c'est quelle façon de déposer. Toi tu as étudié où? Tu as étudié où? Ali Fassi? Il l'a déjà dit. Alors justement, creusons. Le problème, c'est les chroniqueurs. On pense que quand on passe à la télé, on n'a pas nécessairement besoin de suivre une formation à l'IFASIC, à la PIC, ou je ne sais pas moi. Il suffit d'avoir un micro et une caméra. Kofi Neni, Nicolo Bana Zabra, Bananki, on n'a pas besoin d'une formation, c'est ça aussi le problème. On a besoin d'une formation. On ne s'improvise pas journaliste. Tout ce que moi je veux autour de cette affaire, c'est que chacun tire sa responsabilité. Fally, si ce n'était pas la presse locale, il n'allait pas devenir ce qu'il est. Et de la même façon, les journalistes aussi dépendent, parce qu'on doit aller chercher l'information. On ne peut pas lui dire non, eh ben écoute, parce que toi tu fréquentes les Américains maintenant, on ne peut pas te poser des questions. Non, c'est notre partenaire, c'est leur partenaire, ils doivent travailler ensemble. Vous savez, je vais vous dire une chose. Mon éducation ne me permet pas, même si quelqu'un se trompe dans son métier, il me pose des très mauvaises questions. Mon éducation ne me permet pas de lui dire est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu as fait le conneries? Je dois avoir la manière de représenter. Voilà, c'est là où quand je dis ici, chercher à disculper Fally. Non, Serge, tu ne m'as pas compris. Oui. Tout ce que je veux dire ici, c'est qu'on ne peut pas sortir des phrases de leur contexte. Il faut savoir pourquoi il l'avait dit. Mais c'est condamnable, ce qu'il a dit, c'est condamnable, c'est désastreux. Il ne peut pas dire ça par rapport à la presse qu'il a fabriquée. John a parlé de Colin Mukendi. Est-ce que Fally peut dire ça à Colin Mukendi? Non. Est-ce que Fally peut dire ça à Yamami? Il est là. Mamie était là. Elle était là. C'est Mamie qui a accès à la vidéo. C'est grave. Ah, alors là, je ne sais pas, c'est ce que j'ai dit. Peut-être qu'on a attrapé l'orgueil dans le travail. Moi, la musique, c'est pas ma tasse de thé. Mais si on attrape l'orgueil, il faut s'en débarrasser. Parce que même cette presse, ils peuvent le tirer vers le bas. Mais seulement, c'est leur partenaire. Il faut qu'ils voient s'il y a moyen de s'excuser. En tout cas, ça serait bien qu'il le fasse, qu'il s'excuse. Peut-être qu'il a été incompris, ou bien peut-être qu'il a mal exprimé ses idées, qu'il s'excuse face à la presse. Merci beaucoup, Christelle. Voici donc les titres des journaux ce matin. Des bruits sur un schéma insurrectionnel, des soupçons sur certains évêques, écrit Forum des As. La cité africaine écrit crise politique en RDC, les rassemblements ne veulent plus d'une médiation de l'Union africaine. Insécurité chronique dans l'Est. Que s'est-il passé à Ouvira, se demande la cité africaine. La prospérité écrit schéma putschiste RDC, les évêques interpellés. Attention, il y a déjà deux titres sur la même information. L'avenir écrit passeport biométrique Kabila tranche en faveur du peuple. Processus électoral, à quel jeu joue la Senko? Même information dans 3 journaux. Comment nouveau écrit administration publique, gouvernement et banque syndicale autour du barème social. Alors, dossier passeport, l'incroyable justification de chez Okitondo. Christelle, je commence par vous avec ces titres. Nous sommes des journalistes, nous ne critiquons pas les confrères sur ces plateaux, mais il y a une information
elle est reprise dans 3 grandes manchettes de l'Avenir, Forum, et je vais terminer par Prospérité. C'est un article intitulé Schéma putschiste RDC, les évêques interpellés, page 3. Pour la prospérité, je prends la page 3, je prends la dernière phrase. J'appelle les Congolais à ne pas adhérer à cette voie qui nous conduirait à la violence et à la balkanisation de notre pays. L'article est signé KM-CP. Je crois que c'est un pseudo. Je prends le deuxième journal qui parle de ces mêmes articles avec la même information. Forum des As, des bruits sur un schéma insurrectionnel, des soupçons sur certains évêques. Page 2. Je prends la même information, je prends la dernière phrase. J'appelle les Congolais à ne pas adhérer à cette voie qui nous conduirait à la violence et à la balkanisation de notre pays. L'article est signé KM Bar, analyste politique. Je les prends. Franchement, tout ça la boulot. L'avenir, même information. Processus électoral. À quel jeu joue la CENCO? Page 5. Je cherche la page, je cherche la dernière phrase. Qui dit la dernière phrase? J'appelle les Congolais à ne pas adhérer à cette voie qui nous conduirait à la violence et à la balkanisation de notre pays. Ici, l'article est signé l'avenir. Donc, ça engage même article, même phrase, signée différemment, même pas la démarcation que Wawa nous a apprise. Il n'y en a pas. Elle est facile. Alors, d'abord, la forme est de 2. Les évêques préparent un complot contre la République? Un complot, vous savez, lorsque on est aux abois, lorsqu'un régime est aux abois, on commence à trouver des boucs émissaires. Parlons d'abord de la forme. Ça, ce n'est pas du journalisme, ça c'est de la propagande. À la limite, on aurait écrit un communiqué pour faire passer, parce que 3 journaux avec des grands journaux de la capitale, pratiquement le même article pour les 2 signés, la même personne, c'est la propagande. On veut juste faire, je ne sais pas, tourner les cerveaux tout autour du voyage, des voyages des évêques en Europe, etc. Ça sent pas la panique, ça ne vient pas des services. Je vous ai dit que lorsqu'un régime est aux abois, parce que jusqu'à présent, personne ne sait qu'est-ce qui va se passer le 31. Alors, de l'autre côté, on spécule. Et de l'autre côté, les prêtres travaillent. Ils ont accompagné ce processus. Les prêtres ont évité un bain de sang l'année passée. Ils ont apporté tout ce qu'ils avaient appris pour que les choses se passent bien. Mais à la fin, ils ont compris qu'il faut arrêter de parler, de discuter des bonnes foi avec des gens qui ont de mauvaises foi. C'est tout simplement ça le travail de prêtre. Et le choix de la sémantique. On a parlé du putschisme, là, les putschistes, insurrection, etc. On a parlé des mots interpellés, les évêques interpellés. Ça, c'est grave. Les évêques sont en train de faire un travail tout autour de l'article 64. Je l'ai dit sur ce plateau. Et puis, même dans l'article, on parle de l'appel des syndicats de Colo, du manifeste. L'article 64 est clair. Comment voulez-vous faire une image? Comment voulez-vous nous donner quelque chose? Excusez-moi, je suis un peu malade là. Je suis en train de penser un peu. Voilà, c'est tout autour. Mais j'ai du mal à comprendre que si aujourd'hui les évêques ou l'église catholique veulent monter la rébellion, est-ce que c'est par rapport à la rébellion que les évêques vont peut-être renverser les choses? Si aujourd'hui les évêques ont refusé de parrainer un 3e dialogue, les évêques ont appelé à un debout congolais, les évêques font maintenant la tournée en Europe, est-ce que c'est pas par rapport à tout cela que ça sent la panique? Ou bien les gens veulent peut-être avoir un peu d'argent, ils commencent un peu à dire des choses sur l'église catholique? Ici, sur ce plateau, j'ai dit que au dialogue, aux accords de la Saint-Sylvestre, la majorité négocie avec la machette sous la table, avec leur nom, avec Chibala comme nom. Donc tout ça, c'était une mascarade. Et les prêtres, quand ils se sont rendus compte, qu'ils se sont fait rouler, ils se disent, non, on doit revenir au peuple. Et ils reviennent au peuple et ils passent partout, que ce soit à la diaspora, que ce soit ici. Ils ont dit debout congolais. Debout congolais, c'est quoi? C'est un appel. Il faut qu'on se lève. Ils n'ont pas d'armes. Mon confrère Jérôme Sekan a parlé ici, 5 millions de dollars que les prêtres donnent à l'État, payent en termes de taxes, en termes d'impôts, chaque année à l'État. Mais ils ont des écoles, ils ont des hôpitaux. Il suffirait d'enclencher une grève générale. Vous allez voir ce qui va se passer avec les prêtres. Je crois que dans un pays en Europe, je crois la Suède, l'État avait imposé, n'est-ce pas, des taxes supplémentaires à l'Église par rapport à tout ce qu'ils avaient comme bâtiment et tout. Alors l'Église, en échange, il a dit, bon, si vous voulez que
qu'est-ce que moi je fais? Je retire la charité. Et ça a été 2 mois d'enfer pour la Suède. Et c'est ce qui peut se passer ici. On ne peut pas négliger les évêques. On ne peut pas se réveiller un bon matin, écrire dans les journaux parce qu'on a les moyens. Aujourd'hui à Kinshasa, il suffirait d'avoir 1 000 $ ou 3 000 $, mettre à la disposition des journaux pour que les gens écrivent n'importe quoi. Mais le peuple n'est pas dupe. Le peuple comprend la démarche des évêques. C'est de nous interpeller que la loi doit arrêter la loi. Que c'est la population qui a créé le président de la République, c'est la population qui a créé tous ces députés que nous voyons ici. Alors, ce sera la population, la charge revient à la population. Les évêques n'ont rien à voir avec le président Kabila. Les évêques n'ont rien à voir avec la majorité. Les évêques ont à voir avec les antivaleurs, de la même façon que nous tous, nous combattons les antivaleurs. C'est ça. Il ne faut pas faire une fixation tout autour du président, comme si nous ne voulons pas du président. Non, ça c'est pas nous. La Constitution était claire là-dessus. Et même l'accord qui a servi de soubassement juridique nous a lâchés. Soubassement politique, hein? Juridique aussi. Oui. Juridique aussi pour le président parce qu'il était illégitime et illégal. Et on a même violé cet accord-là. Alors, puisque devant nous, nous avons un crash, puisque devant nous, nous avons une impasse, les prêtres se réveillent pour dire que accompagnons la population pour que les choses se passent bien, dans le calme et dans la paix. John Lungila, les évêques ont appelé Debout Congolais ici, des sessions de formation de presse à l'église. Les évêques ont critiqué la nomination de Tchibala, ils ont dit que c'était une entorse à l'accord, mais aussi de Olengankoi. Ils ont refusé un 3e dialogue, ils sont allés maintenant expliquer aux partenaires, ils sont en Europe, mais ici, ça visiblement, ça vient des services, quand vous lisez, mais les confrères aussi s'arrogent le pouvoir de signer tel article, ici ça engage l'avenir, même article, mais là-bas c'est un autre qui signe, ici c'est un autre qui signe. Aujourd'hui, on a des infos supplémentaires. Pourquoi qu'aujourd'hui l'Église catholique veut mener une rébellion? Est-ce que ce n'est pas aussi mettre en porte-en-faux le président Kabila par rapport aux fidèles catholiques que nous sommes? Même si sur le plateau, je parle d'abord comme journaliste. Merci beaucoup Serge Kabongo pour la question. Je crois que, bon, je ne voulais pas me mettre à critiquer ici le travail de confrères. Je ne voulais pas transformer ce plateau en conseil de rédaction, mais je crois que ce qui retient mon attention ici, c'est cette information reprise dans 3 quotidiens, et pas le moindre. Et parce que nous parlons des évêques. Les évêques, on peut parler d'eux parce qu'ils ont eu à intervenir dans des moments difficiles, périodes difficiles dans le pays. Et cela nous laisse croire qu'il faudrait, nous sommes dans le droit de dire négativement, positivement si les évêques se comportent bien. Parce que ce ne sont pas de saints, les évêques. Les évêques ne sont pas de saints. Nous connaissons l'abbé Cholet, nous connaissons l'évêque Outembi. Ils se distinguent beaucoup plus par leur implication dans des questions politiques que dans des questions purement religieuses. Ils sont partis en Europe en mission ici. Est-ce que c'est ça le rôle des évêques? Est-ce que c'est ça la mission des évêques? Si tel est le cas, alors parlons-en. Quel est le rôle des évêques en Europe? Quel est le rôle? Ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu. Oui. Ils sont là, d'abord pour l'évangile. Au-delà de l'évangile, ils sont là, comme on dit, l'église au milieu du village. Kabila la nation, c'était aussi dans les rôles. Et épargner le pays. Je crois que c'est ça le schéma. C'est ça le schéma. Kabila les avait quand on préfère maintenant Bruxelles que Rome, ça laisse, ça donne de matière à réfléchir. Quand on transforme de messe en matinée politique, vous voulez qu'on dise ou qu'on se taise? Vous n'avez pas vu, moi je pars à l'église pour aller prier, j'arrive à la messe, on prêche, on fait tout ce qu'il faut faire, mais au moment de la prédication, on nous lit une déclaration politique. Là, c'est une messe ou c'est une matinée politique? Et la personne qui vous lit la déclaration politique, il est en soutane. La déclaration vient d'où? De la scène. Écrite par qui? Par les évêques. Une déclaration politique. Les évêques eux-mêmes ont oublié la Bible, même la misselle. Maintenant, ils font la promotion de l'accord. L'accord a remplacé la Bible. Je ne sais même pas si Outembi aujourd'hui se rappelle encore d'un verset. Or, Maman Marie n'intéresse plus les évêques. Maintenant, c'est Kabila. Maintenant, c'est Didier Reynders. On a même oublié le pape François. On ne va, je ne sais pas, François, on préfère Didier Reynders pour parler du quoi. Moi, je crois que ces comportements des évêques
ne peut pas nous laisser. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir? Il ne se sent pas réfléchir sur un tel comportement. Est-ce que quelque part les évêques ne veulent pas se racheter par rapport au rôle qu'ils avaient joué le 31 décembre? Ils se sentent foués. Voilà, maintenant ils veulent se racheter auprès du peuple. C'est pas peut-être ça. Les évêques avaient joué quel rôle, Serge? S'il faut parler de la médiation jouée par les évêques, parlons-en. L'avant, le pendant et l'après-médiation des évêques, comment ils se sont comportés? Ils ont énervé l'impartialité, une attitude indispensable, exigée à toute personne qui fait la médiation. Les évêques n'étaient pas impartials. D'ailleurs, avant qu'on leur confie la médiation, ils étaient où? Kabila avec tout le monde dans la cérémonie africaine. Ils ont quitté ces assises. Mais c'est politique. C'est politique. Parce qu'ils ont fait le travail qu'ils ont fait. Voilà. Mais la vérité, elle est là. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu ce qui s'est passé à la fin? Cela prouve qu'on ne faisait pas foi à ce que les évêques faisaient. Parce qu'eux-mêmes n'étaient pas impartial, encore moins neutre. Ils ont quitté la cérémonie africaine. Ils sont allés rejoindre le rassemblement qui était en conclave. Ils ont même fait une recommandation qui a été retenue dans ces conclaves. On leur a confié la médiation du dialogue. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont amené la lettre de Tshisekedi qui d'aucun n'a vu. Alors, de l'impartialité, on peut déduire déjà à une rébellion, à un mouvement insurrectionnel. Vous voyez l'Église catholique endosser cette responsabilité? L'Église ne fera pas la rébellion, mais les comportements de l'Église risquent de faire l'apologie, d'ouvrir une brèche à une branche. Je ne parle pas de la rébellion, mais on parle de mouvements insurrectionnels, tout consort. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une guerre, il y a un conflit, je voulais parler d'une guerre entre le régime et ses opposants. Certains sont ici, les restes sont en Europe. Vous savez les lobbying que mènent les syndicats de Colo, les lobbying que mènent Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi et consorts. C'est la démocratie, ça fait partie du système, du régime Kabila. Et ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. Mais où se trouvent les évêques aujourd'hui? John Lungila sur CCTV, on va prendre le deuxième, l'avant-dernier thème de l'émission. Non, vous avez tous parlé, non? Non, vous avez tous parlé. Si vous sollicitez la parole, je vais revenir aussi sur John Lungila. Je vais compléter, je vais contredire et compléter. La mission des prêtres, ce n'était pas, avec amour d'ailleurs, il le sait, la mission des prêtres, ce n'était pas la médiation, c'était une mission de bons offices. Et c'est très différent de la médiation. Les bons offices, voilà, c'est exactement. Ça c'est à l'école. Voilà, ça c'est à l'école. Ça n'a rien à voir avec la médiation. Les prêtres, c'est la confession. Le prêtre, c'est mon père, j'ai encore volé parce que je n'ai pas pu résister à la tentation. Mon père, j'ai été obligé de faire la rue parce que je ne sais pas comment nourrir mes enfants. Mon père, je n'ai pas pu résister au boulot, la corruption encore et encore, parce que je n'arrive pas à nouer les 2 bouts du mois avec mon salaire. Ça, c'est ce que les évêques entendent chaque jour. Et à force d'entendre cela, ils ont pris leur responsabilité pour dire que nous devons militer pour le changement. As-tu aussi fait la confession? Nous devons militer pour le changement. Okay. Je renvoie mon ami et confrère vers les années 1800, le nazisme. Le prêtre Pie XIII, chaque dimanche à l'église, à la messe de 6 heures, on lisait une encyclique intitulée Avec un cœur brûlant, où le pape avait écrit pour que les jeunes, en ce moment-là, ne puissent pas pérenniser, n'est-ce pas, les mauvaises pratiques du nazisme. Était-ce la politique ou l'homme de Dieu qui vit en dehors de ce monde, ou de la société? Quand le prêtre dit qu'on vit mal, que le Congolais doit s'élever, est-ce la politique ou la société? Ça, je ne comprends pas. Le problème des prêtres, ce n'est pas Kabila, je le dis, ce sont les antivaleurs. La société, il nous a relaté les faits, les prêtres ont fait ceci, les pauvres. Mais être au milieu du village, ça veut dire être à côté de l'équité. L'équité reste l'équité, le bien reste le bien. Vous qui avez eu les manettes de diriger le pays pendant 15 ans, pendant 17 ans ou plus,
vous n'arrivez pas à satisfaire les besoins, ne fût-ce que fondamentaux de la population. Ça, je vais finir par une phrase. Une phrase de Oprah. Je suivis une émission d'Oprah où elle a posé une question à Mandela. Pourquoi, après 27 ans de prison, lorsque vous êtes sorti, vous sortez avec l'humilité, avec la force, avec le courage et le pardon? Mais c'est clair qu'après 17 ans de régime, mais ce régime ne nous aime pas. Ils sortent avec la rancœur, ils ne veulent pas partir et ça ne choisit plus à qui il faut s'en prendre, même les prêtres, même à ceux-là qui les ont offert ce caviar pour passer cette période qui était tellement critique. Merci beaucoup. Voilà un peu ce que je voulais dire. Si je me permets. Allez-y, chacun. Vous parlez, il était reçu par le chef de l'État. Il a dit des vérités au chef de l'État. Mais est-ce que vous le savez? Est-ce que Papa Simo Kimbangu Kiangali, qui sortait d'une audience avec le chef, avait besoin de dire aux Congolais, ça devient du populisme. Il faut laisser les politiques de le faire. Et Vital Kamerhe en a besoin, Sibika en a besoin, ils sont nombreux. C'est ça, ce sont les politiques. Mais un homme de Dieu ne vient pas jeter des loups. La politique, c'est quoi? Laissez-moi jeter des loups au feu. Alors, quand j'ai suivi, vous savez ce que le Papa Simo Kimbangu a dit? Parce que je vais vous rappeler ces phrases aussi. À un chef, là c'est un homme de Dieu qui parle, à un chef, on ne s'oppose pas. Chef Baté Akaï. Ça veut dire, c'est ce que les évêques devraient faire. Vous dites que ce que les évêques ont fait, ce n'était pas la médiation, mission des bons offices, d'accord. Vous avez fait la différence, d'accord. On parle de la facilitation quand la personne qui voudrait mettre autour d'une table de protagonistes, il facilite les contacts. Il facilite le dialogue, mais il n'est pas impliqué dans les décisions de ce dialogue, la facilitation. La médiation, c'est au-delà de la facilitation. Ça veut dire, à un certain moment, si vous constatez que les protagonistes ne parviennent pas à se mettre d'accord, vous pouvez leur faire des propositions. Et les évêques l'ont fait pendant, quand il y a eu blocage. Quand il y a eu blocage à la Senko, ils allaient voir Tshisekedi, ils allaient voir Joseph Kabila, ils faisaient des propositions pour ramener, pour la divergence des vues. Et ça s'appelle la médiation. Si au départ c'était une mission de bons offices, mais je t'ai dit à la fin, c'était pratiquement la médiation que les évêques ont fait. Tu parles des antivaleurs. Tu dis que... Il y a 3 missions, des bons offices de médiation et de facilitation. Ça, c'est l'école. On ne va pas remettre en question les notions de base de l'école. Ça, si on ne sait pas, on va pas... Je voulais terminer. Vous dites que les évêques ne s'apprennent pas à Kabila, ce sont les antivaleurs. Antivaleurs. Est-ce que vous savez que le cardinal français sera jugé l'année prochaine, le mois de mai prochain, pour pédophilie? Oui. Pédophilie. Oui. C'est quoi? Oui. C'est antivaleurs. Mais si vous avez... Les évêques, quand vous parlez des antivaleurs, ne nous présentez pas des évêques comme du saint. Ce ne sont pas de saints. Tropicalisons des choses, tropicalisons les débats. Ce ne sont pas de saints. On ne parle pas des antivaleurs ici. Si vous avez des preuves que M. Outem a violé qui que ce soit, mais accusez-les. Ce n'est pas ce que je dis. Vous faites de l'amalgame. On ne parle pas de la vie privée des gens. La Senko n'est pas un parti. On ne parle pas de la vie privée des gens, de la vie privée. Des déclarations politiques. N'y allez pas alors. La messe, n'y allez pas alors. On va pour prier. Que les fidèles il faudrait pas détourner ce qu'il faut, c'est du détournement. Je demande la parole. Je devais conclure. Je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Je ne vous donne pas non plus la parole, mais je donne maintenant la parole aux téléspectateurs. On n'a pas de texto. Deuxième thème de l'émission. Je commence par vous, John Lingila, passeport biométrique, mesure d'assouplissement. Le vice-premier ministre était à l'Assemblée nationale hier. D'abord, c'est que c'est jusqu'au mois il faut encore une année. Et de 2, ceux qui ont des passeports, qui vont peut-être expirer dans une année ou dans 2 ans, donc amener $100 pour peut-être les frais d'impression. Une bonne mesure, hein? On a coupé la proie en 2. Je crois que, vous savez, il y a des lois, il y a des responsabilités.
assigné aux autorités, je voulais dire au gouvernement, aux entreprises publiques, à un certain niveau. Et ces missions sont appelées à être réalisées ou accomplies. Mais il faut maintenant apprécier les moments pour passer en acte ou à l'action. Le passeport biométrique, c'est prévu. C'est prévu parce que le Congolais doit en avoir. C'est vrai, il y a beaucoup d'avantages, surtout sur le plan sécuritaire. Mais il fallait apprécier les moments. Il fallait apprécier les moments et voir comment le mettre en application. Alors, c'est vrai, la mesure qui a été prise n'est pas attaquable sur le plan légal. Pas du tout. Mais seulement sur le plan social, il fallait apprécier les moments. Et les moments ont été mal choisis pour demander aux Congolais d'acheter ces passeports biométriques. Je crois que le gouvernement a écouté la voix de la raison. C'est aussi ça, un bon chef qui a le sens d'écoute et être en mesure de reconnaître que j'ai fauté, je peux corriger, et c'est ce qui est fait. Je ne peux que féliciter... Mais pendant ces temps, vous avez suivi la délégation de l'Union européenne, non? Ici, dire qu'on ne va plus accorder les visas à ces passeports. Mais maintenant, malgré cette décision, le gouvernement fait marche arrière pour dire encore une année. Mais maintenant, nous ne dépendons pas de l'Union européenne. C'est l'Union européenne, c'est toutes ces ambassades. Mais on n'a pas ces passeports pour aller... L'Union européenne a pris cette décision sur base de quoi? De la décision prise par le gouvernement. Voilà. Si aujourd'hui le gouvernement dit non, ces passeports vont rester valables jusqu'au mois de juin de l'année prochaine, l'Union européenne va pratiquement s'adapter. Il n'y a pas de problème. Ça peut arriver. Je crois que ça n'appelle pas à une opposition ou à la majorité, à un débat autour. Justement, j'ai aimé cette union sacrée autour de cette question. Lokondo, Zakari Bababaswe, vous avez Toussaint Alonga. Tout le monde était unanime à l'Assemblée hier. Hein. Oui, une fois. Mais c'est bien parce que ça concerne beaucoup plus les... vous savez, c'est pas tout le monde qui détient le passeport. Aujourd'hui, on a voulu associer même le petit peuple à ces combats parce que ça touche aux intérêts de tout le monde. Demain, quand il y aura augmentation du prix de pain, quand les petits peuples qui habitent Kingasani, qui habitent chez moi à Ivulu, qui habitent à Silembaou, attendra aussi le concours des députés, de politique, opposition, majorité, même de voir qui est en face de moi, pour protester contre l'augmentation du prix de pain. Parce que la maman qui vend ce braise à Kingasani n'a pas besoin de ce passeport et n'en a pas aujourd'hui. Alors quand vous l'associez dans une telle démarche pour obtenir une réponse à vos intérêts, le jour où les intérêts de ces petits peuples-là, parce que ça part d'un petit pain, aura une hausse de prix, j'aimerais avoir cette mobilisation, cette cohésion nationale autour de cela. Ça sera une bonne chose. Le Kondo dit qu'il fallait carrément retirer ou supprimer cette décision. Toussaint Alonga également, Zakari Bababas était encore très radical sur la question. Mais on perd ici, on gagne de l'autre côté. Hein. Je pense qu'on n'a rien gagné. On n'a rien gagné, c'est peut-être un pas en avant, mais en réalité, on n'a rien gagné. Vous savez, dans tous les noms, pour toutes les épithètes, des qualificatifs qu'on doit donner à un morceau de terre, moi, ce que j'aime, c'est la République. Parce que dans la République, il y a l'égalité des droits et il y a l'équité. Tous les Congolais doivent acheter le passeport avec un même montant. Certains achètent à 100 $. Moi, hier, j'ai une amie qui a acheté à 250 $. Parce que parmi les mesures d'assouplissement, on a dit que on a le marché noir, tu vois. Oui, marché noir. Ça existe. C'est le marché noir du Minafet, ça existe. Elle a acheté à 250 $, alors que le ministre a parlé de 100 $, un prix forfaitaire. C'était la première fois pour moi de voir chez Okitundu manquer des mots. D'habitude, il a cette qualité-là de convaincre, mais ça se voyait qu'il cherchait comment convaincre. Et ces régimes demandent beaucoup de travail à Chéo. Je pense qu'il sera rétribué parce qu'il est en train à chaque fois de sauver les meubles. Et c'était difficile pour lui de faire montrer qu'il était lui-même convaincu alors qu'il ne l'était pas. Oui, entre les dires et son visage, il y avait la contradiction. Oui, il y avait vraiment la contradiction. Oui. Il n'arrivait pas à convaincre. Et il nous a parlé des questions sécuritaires. On arrive à falsifier, mais monsieur le ministre, c'est faux. Les réseaux qui fait sortir les passeports, c'est un réseau du Minafet.
Il y a eu une affaire, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a 2 ans, il y avait des passeports qu'on avait demandé de remettre et tout. Mais ça venait d'où? Ça venait du Minafet, ça n'a pas été falsifié. Tous ces Nigérians, tous ces Ouest-Africains qui ont le passeport congolais de maintenant et des Aïrois à l'époque, déjà c'est les passeports le plus accessible à tout le monde. Ils les achetaient, on ne falsifiait pas et ça sortait d'où? Ça sortait de là. Alors, il faut des mesures contraignantes, d'abord par rapport à eux-mêmes, là où ils fabriquent et comment est-ce qu'ils protègent cela. Alors, il y a aussi une chose que je voulais relever, c'est cette affaire de transposer. L'ambassade sud-africaine a dit ceci. Si vous avez un nouveau passeport, vous emmenez et eux, ils vont transposer votre visa. On ne va pas faire comme Mine l'avait dit, il faut payer. Mais il faut payer. Ça veut dire que vous payez le même visa 2 fois. Les montants, les visas restent payables. Voilà comment la République arnaque la population. Et vous n'avez pas d'autre choix. Mon confrère parlait tout à l'heure que non, on ne dépend pas des Schengen. Mais non, mon frère. Ne faisons pas de notre désordre les désordres des autres. Vous dites le 16 octobre. Les ambassades de la maison Schengen prend acte. Ils disent, ok, nous non plus, on ne donne pas les visas. Un bon matin, vous changez. Vous dites, non, ça devient le 14 janvier. Et la maison Schengen doit changer à cause de nous. Les États-Unis doivent changer à cause de nous. L'ambassade de l'Afrique du Sud doit changer. C'est ça le désordre. Il ne faut pas accepter ça, c'est un désordre. Merci beaucoup, on devait analyser cette situation. Et moi, je pense, je reste encore fermé. Je me dis, depuis que j'étais fœtus, moi d'ailleurs, et pour mes autres compatriotes, on n'a rien reçu de ce pays. Rien du tout. Même quand on était étudiant, pas de bourse d'études. Même quand on devient adulte, pas de carte d'identité. Et quand j'économise mon argent pour acheter un passeport, on me dit que non, je dois recommencer. Pas question. Pas question. On ne recommence pas. On n'a rien reçu de ce régime. Alors le peu qu'on a fait, le peu qu'on a pu avoir, ils ne peuvent pas entrer dans notre budget. Il nous reste deux grands thèmes, mais on va chuter parce que le temps imparti à l'émission touche à sa fin. John, il reste la question de la visite de Moussa Faki, même si c'est vous allez conclure l'émission, mais aussi ces crashs de l'Antonov. Qu'on prenne les crashs, et je crois bien, Moussa Faki, on va en parler peut-être la semaine prochaine. Ouais. Alors, vous avez terminé le deuxième thème, vous ouvrez avec les derniers thèmes. John va pouvoir conclure l'émission. Les crashs, il y avait des munitions à destination de Bukavu, je ne sais pas moi, via Kisangani. Il y a eu 12 morts, semble-t-il, 9, 12, officiellement, 6, on ne sait pas. Il y avait, semble-il, aussi de Moulou à l'intérieur. Moulou était comme d'habitude. Les membres d'équipage également, mais il y avait des munitions, je ne sais pas. C'est un problème, il faut retrouver la boîte noire pour détecter la panne. Semble-t-il qu'il fallait que l'avion transporte 12 tonnes de munitions et l'avion aurait transporté plus que ça. Et puis bon, on ne sait pas, un sabotage, les munitions étaient à destination des FARDC et les gens ont saboté, ou bien les munitions étaient à destination des rebelles pour attaquer les Congos et les gens ont saboté. Plusieurs pistes, c'est à explorer. Oui, je voudrais aborder ici la question autrement. Oui. D'abord, je vais vite en besogne parce qu'on n'a plus le temps. Il faut établir les responsabilités. Déjà, cet avion, selon mes sources, ça n'appartiendrait pas à l'armée. C'est un ravitailleur, c'est un citoyen belge. C'est un ravitailleur de l'armée. Il fait louer son avion à l'armée. Mais c'est l'Antonov. Non, nos avions. On avait dit que l'armée nous avait donné des avions pour transporter. Je vous dis donc, selon mes sources, c'est un ravitailleur. Ça n'appartient pas à l'armée. Donc, on doit confirmer. On doit confirmer en réalité, et je sais que toi tu es très fort, tu vas confirmer ça. Il faut établir les responsabilités. Il faut indemniser les familles. Mais regardez ce qui s'est passé. Sous d'autres cieux, comme on regarde la télé ailleurs, quand il y a un crash, qu'est-ce qu'on fait? La police accourt, les militaires peut-être accourent pour établir un périmètre de sécurité. Parce que comme il y avait des munitions, ça pouvait exploser à tout moment. La population, regardez les images sur les réseaux sociaux. La population qui photographie des mains, des pieds. Ça, on a banalisé la mort. On a banalisé le corps humain. On évite ces genres de situations pour que les enfants ne puissent pas voir. Un enfant qui savait que son père ou sa mère était dans l'avion, quand il voit des pieds comme ça éparpillés, ça le laisse, peut-être c'est ancré pour toute la vie d'avoir vu ça. Nous qui avons vu les victimes des types, car moi j'ai perdu ma grande soeur, ça m'est resté toute ma vie. Je sais au moins à quoi ça ressemble. Mais au-delà de ça, les militaires, moi je me dis toujours, l'armée c'est l'entité la plus développée en termes d'acculturation, en termes de mixage, en termes de progrès. Aux États-Unis, lorsqu'il y avait l'esclavage, il n'y avait qu'à l'armée où il n'y avait pas de toilettes pour noirs, de toilettes pour blancs. Tous ces îles, ils étaient ensemble.
C'est même comme ça que les vétérans, lorsqu'ils sont revenus de l'Allemagne, c'est eux qui ont organisé la fameuse marche parce qu'ils avaient vu qu'ils avaient évolué et qu'ils pouvaient faire profiter la communauté noire des États-Unis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et j'en arrive. Les militaires, ils vont souvent en formation. Lorsqu'ils partent en Corée pour la formation, lorsqu'ils partent en Belgique, lorsqu'ils voient les avions, la vie, l'artillerie des militaires, quand ils reviennent ici, pourquoi ils n'apportent pas un changement? Les militaires ne doivent pas seulement revendiquer par une mutinerie. Non, ils peuvent revendiquer autrement. Ils peuvent nous aider à comprendre que nous avons été figés en 1990 et que maintenant nous sommes déjà en 2017. Ces avions-là, les Antonov, est-ce que ça vole encore sur d'autres sites? Didier Toumba, qui est le chef MJ, quand il a étudié, je sais pas moi, au Maroc, à l'Académie de Bruxelles, il ne voyait pas les avions. Voilà, il ne voyait pas les avions. Quand ils sont venus, pourquoi ils s'accommodent? Pascal l'a dit sur ce plateau. Pourquoi les militaires vivent comme s'ils sont bien, comme s'ils n'ont rien à perdre? Ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Et il y a eu aussi une affaire au mois de juillet, c'est le chef d'état-major français, je pense que tu le sais, de Villiers. De Villiers qui revendiquait, n'est-ce pas, le budget de la France. Et Macron lui a dit non, je ne veux pas de pression et tout. Alors il a démissionné. Voilà. Il a dit que vous êtes le président, mais je ne vous appartiens pas. Voilà. C'est son droit. Les militaires doivent revendiquer. Ils ne doivent pas vivre comme si tout allait bien. Non, ils doivent aussi revendiquer. Jean-Louis, là, les problèmes aujourd'hui, ça relance les problèmes pas de l'artillerie, comme il a dit, mais les forces armées de la RDC. Nanga nous avait reçus ici. Il nous a dit non, j'ai été voir le président de la République. Il nous a donné des avions de l'armée. Donc notre armée a des avions, mais en quoi c'est que la consort dit, il reste à vérifier. Ces avions-là sont maintenant des stations de la CENI et on a loué un autre avion pour amener les munitions au niveau de Bukavu, pendant que ça tirait à Ouvira. Merci beaucoup Serge pour la question. Je crois que nous parlons ici d'un domaine qui est, je ne voulais pas dire sensible, mais quand vous en parlez, tout est sensible. Il faut être sûr de ce que vous êtes en train de dire. L'armée, notre armée a des partenaires. Ils sont belges, ils sont chinois, ils sont américains, ils sont coréens, ils sont russes, tout ce que vous savez. Et ces partenaires accompagnent l'armée à un certain niveau, la formation de nos militaires, et tout ce que vous savez, la fourniture en matériel de notre armée, tout ce que vous savez. Et donc si ce que Wang a dit est vrai que c'est un avion appartenant à un Belge et tout, alors je ne vois pas où le problème, parce que la loi n'interdit pas à l'armée d'avoir ce partenaire pour son intérêt. Et je voulais rappeler ici aussi que notre armée est classée, je crois 12e si je ne me trompe pas. Et le Rwanda, l'Ouganda sont très loin. Ils ne sont même pas classés. Notre armée. Attendez, s'il vous plaît. Pour l'honneur de nos enfants et des Congolais qui nous suivent, il ne faut pas nous comparer au petit Rwanda. Il faut toujours comparer le Congo à la France. Le Congo n'a pas la vocation de se comparer avec le petit Rwanda. Pour vous-même, journaliste que vous êtes, c'est pas bien. Ne nous comparez pas à l'Ouganda et au petit Rwanda. Serge, là tu ne m'as pas compris. Comparez-nous à l'Afrique du Sud, au Nigeria, ce sont les grands pays africains. Mais c'est eux qui sont avec nous. Dans ce classement. Oui, dans ce classement. Il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Égypte, il y a l'Angola, il y a le Nigeria, il y a nous. Nous sommes comptés parmi les pays qui ont une armée forte. Alors, ce qui s'est passé, c'est un accident. Bon, au-delà d'un accident, ça peut arriver. On ne le souhaite pas. Je ne vois pas un chef d'état-major qui souhaite, il sait que quand vous décollez, il y aura crash. Vous prenez des fois l'avion de temps en temps, surtout que vous faites aussi comme les évêques, Belgique, Paris à tout moment. Exactement. Voilà. Alors, c'est ça, c'est un phénomène qui peut arriver. Je crois que ça interpelle toute personne qui a l'habitude de prendre l'avion et consort. Ça peut arriver, le crash, ça peut arriver. Ça arrivé partout, c'est pas seulement ici chez nous. Il ne faudrait pas en faire il ne faudrait pas en faire c'est une excuse, la position de la majorité. Les gens sont morts. Je suis mal placé pour parler de ça parce que ça fait mal. Je compatis avec les familles qui ont perdu les leurs. Mais il faudrait laisser les spécialistes faire leur travail. Vous êtes conscient. Vous êtes conscient qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, le
le pays n'a pas de matériel pour enquêter parce que vous parlez de boîte. Jean Lungila, je vais vous donner un élément. J'aimerais que vous puissiez regarder cette caméra-là. Kiosque aussi, c'est le temps de la vérité. Quand vous avez perdu votre grand frère, père son âme, le major, vous vous rappelez de tout ce que vous étiez en train de me dire? Non, ne me touchez pas. Non. Qui t'a touché? Non, regardez cette caméra. Peut-être qu'il y a des souris, c'est pas moi. Quand vous m'appelez, Serge, Tala, Papa Nabiso Aye, Bazobo Yope Sambo Waselke, Bazobo Yope Bimbe. Tout ce que vous avez dit sur cette armée, sur cette police, devant témoins, vous pouvez le redire devant cette caméra-là. Parce qu'ici, il n'y a pas un débat d'opposition et de majorité. Mais ici, il y a un problème de négligence, il y a un problème d'organisation dans notre et dans notre peuple. Je crois que... Vous-même, dans votre famille, vous avez vécu ça. Attendez, Serge. Oui. Je crois que nous devons être sérieux aussi avec nous-mêmes. C'est vrai, on a eu des échanges pendant cette période. Secret, oui. Oui, pas secret. Téléphonique. Oui. C'était pas secret, c'était téléphonique. Oui. C'est vrai. C'est vrai que je répondais aux questions que par vous, d'autres me posaient sur cette question. C'est vrai que... Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur la police? Attendez. Qu'est-ce que j'ai dit sur la police? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que j'ai dit sur la police? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que je vous informe qu'aujourd'hui, selon notre loi, selon la loi, chez nous, s'il y a un fonctionnaire qui met en état, quand il intervient, ce n'est pas au-delà de $400. Merci. Je l'ai su. Alors, les gens qui ne venez pas mélanger des choses. Ne venez pas mélanger des choses. La mort de mon grand frère, le crash d'un avion Antonov, je ne vois pas les rapports. Non, l'émission va terminer. Serge, pardon, une minute. En droit civil, il y a ce qu'on appelle l'obligation des moyens des résultats. C'est comme chez les chirurgiens. On ne peut pas dire qu'une opération va mal se passer. On ne peut pas condamner un chirurgien, mais on peut condamner parce qu'il n'a pas stérilisé ses outils. De la même façon, on ne peut pas prédire qu'un avion qu'il y aura un crash, mais on peut voir les moyens qui ont été mis à la disposition du pilote. Madame, monsieur, qu'est-ce qui est terminé? C'était Jean Lungila. Seules les enquêtes vont pouvoir élucider cette situation. Nous attendons les enquêtes. Madame, monsieur, merci beaucoup. Si vous avez aimé Kiosque, dites merci à John Lungila. Merci à John. Prochainement, vous serez avec, je crois, Eliezer Tamboué. Aussitôt rentré de l'Europe. Merci beaucoup à Christelle Wanga. Christelle Wanga, tout le monde, je vous attends la semaine prochaine. Après votre voyage, vous voyagez déjà demain. Ok. Laissez Christelle les passages à Njili. Il va peut-être nous ramener de belles cravates. 9h30, Kiosque de demain. Ça sera le 3e numéro.